Bienvenue. On va se pencher aujourd'hui sur une question qui, je pense, nous concerne vraiment tous. Mhm. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes semblent avoir une énergie, une motivation presque inépuisable? Alors que d'autres ont l'impression de ramer en permanence. Exactement. Les sources qu'on a analysées, qui s'appuient beaucoup sur les travaux du neuroscientifique Andrew Huberman, pointent toutes vers une seule molécule, la dopamine. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment ça marche. Oui, Non pas pour juger, mais vraiment pour apprendre à jouer avec les règles du jeu et reprendre le contrôle. c'est tout à fait ça. On a tous cette image un peu cliché du shoot de dopamine. Le gâteau au chocolat, la notification sur le téléphone. Voilà, la récompense instantanée. Mais cette vision est en fait très incomplète. La réalité, c'est un équilibre délicat entre ce qu'on appelle un niveau de base de dopamine, Notre réserve de motivation pour la journée, en quelque sorte. c'est une bonne image, oui, notre fond de motivation, et d'un autre côté, des pics temporaires. Et le point qui est absolument fondamental à saisir, c'est que ces deux éléments sont liés. D'accord. Chaque pic qu'on s'autorise a une conséquence, un coût sur notre niveau de base. Et c'est cette danse, cette interaction qui va dicter notre capacité à rester motivé sur le long terme. Alors, déconstruisons ce mythe tout de suite. Si la dopamine n'est pas juste la molécule du plaisir, quel est son vrai rôle? J'avoue que j'ai toujours cru que c'était ça. C'est l'idée reçue la plus tenace, mais c'est une confusion. Le plaisir en lui-même, la sensation de j'aime ça, c'est plutôt lié à d'autres molécules. D'accord. La dopamine, elle, c'est ce qu'on appelle un neuromodulateur. Alors pour faire simple, imaginez un orchestre. Si les neurotransmetteurs classiques sont deux musiciens qui se parlent, Mhm. la dopamine, c'est le chef d'orchestre. C'est elle qui va monter le volume, qui va donner le tempo à des centaines de neurones en même temps. Son rôle, ce n'est pas la récompense, Mais, mais l'anticipation de la récompense. C'est le désir, la quête, la motivation à se mettre en mouvement pour obtenir quelque chose. attendez, donc si je comprends bien, c'est pas le sentiment d'avoir gagné, Non. c'est la sensation d'être sur le point de gagner. C'est le moteur qui nous pousse à agir avant même d'avoir obtenu quoi que ce soit. Précisément, c'est une distinction qui peut paraître subtile, mais elle est cruciale. Pensez à nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs. Oui. La grosse décharge de dopamine, c'était pas au moment où ils mangeaient les baies. C'était pendant la recherche, en voyant une piste, en se disant on accroche, en anticipant la trouvaille. C'est ça qui leur donnait l'énergie de continuer. Exactement. C'est une molécule qui est fondamentalement tournée vers l'avenir, vers ce qui n'est pas encore là. D'accord, ça semble être un système de survie incroyablement bien fait. Mais alors, comment est-ce qu'un mécanisme aussi essentiel peut se retourner contre nous aujourd'hui? C'est là que j'ai du mal à suivre. C'est là que le bât blesse. Le système n'a simplement pas été conçu pour notre monde actuel, pour l'abondance et la gratification instantanée. Le monde du 21e siècle. Voilà. Il fonctionne sur une règle biologique qui est simple et implacable. Après chaque pic de dopamine, notre niveau de base ne revient pas à la normale. Il chute. Ah. Systématiquement, il chute en dessous de son point de départ. C'est un mécanisme d'équilibre. Et plus le pic est haut et rapide, Plus la chute est profonde. plus la chute est profonde et durable. C'est en partie parce que les réserves de dopamine prêtes à être libérées s'épuisent. Le corps se met en pause en quelque sorte pour reconstituer les stocks. Est-ce qu'on peut avoir une échelle de grandeur pour qu'on se représente un peu mieux le phénomène? Absolument. Les études quantifient ça assez bien. Par exemple, manger un morceau de chocolat, ça augmente le niveau de base de dopamine d'environ 50%, soit 1,5 fois. D'accord. Une relation sexuelle, c'est à peu près le double, donc 2 fois le niveau de base. Là où ça devient vraiment parlant, c'est avec les substances. La nicotine, c'est 2,5 fois. Déjà. La cocaïne, c'est aussi 2,5 fois. Et une drogue comme l'amphétamine, là on parle d'un pic qui est 10 fois supérieur au niveau de base. C'est fou de mettre la nicotine et la cocaïne sur le même plan. On n'y pense pas du tout de la même manière au quotidien. Et pourtant, l'impact sur ce circuit est comparable en termes d'amplitude. Et les pics plus modernes. Une notification, un niveau dans un jeu vidéo, ça se situe où? C'est une excellente question. Ces pics sont moins élevés, bien sûr. Leur danger, ce n'est pas l'intensité, c'est la fréquence. Ah oui. Recevoir 100 notifications dans la journée, c'est subir 100 petits pics suivis de 100 petites chutes. À la fin de la journée, l'effet cumulé de ces chutes fait que notre niveau de base est, il est beaucoup plus bas. Et on se sent à plat. On se sent à plat, démotivé, et les activités normales comme lire un livre ou travailler qui ne donnent pas de pic semblent fades.
difficile. Donc, ce fameux blues du dimanche soir ou la petite déprime après un gros projet, Mhm. ce n'est pas forcément un échec personnel ou un manque de volonté. Non, pas du tout. C'est une réaction chimique prévisible. C'est presque libérateur de le savoir. C'est totalement ça. Cette déprime post-événement, c'est la signature neurochimique d'un niveau de base de dopamine qui se réajuste. Le problème, c'est quand on passe son temps à empiler les pics. On finit par vivre dans un état de chute quasi permanent. Sans se laisser gérer par lui. La clé, ce n'est pas d'éviter les pics, c'est de les choisir intelligemment. Et surtout, de renforcer activement notre niveau de base. Et pour ça, il y a des stratégies qui sont étonnamment efficaces. Je vous écoute. La première est peut-être la plus contre-intuitive. C'est l'exposition volontaire au froid. Au froid? Je m'attendais à quelque chose de plus confortable. Et pourtant, les données sont impressionnantes. Une immersion dans l'eau froide, même juste une douche, ça ne provoque pas le schéma classique du pic rapide suivi du crash. Non. Au contraire, ça déclenche une augmentation lente, massive et soutenue de la dopamine. On parle d'une augmentation de 250%, soit 2,5 fois le niveau de base. C'est énorme. Et cette augmentation peut se maintenir pendant plusieurs heures. Ça crée un état d'esprit qui est à la fois très calme et très alerte. 250%, c'est dans la même catégorie que certaines drogues que vous avez citées. Comment c'est possible que le corps réagisse comme ça à de l'eau froide, et surtout sans la chute négative? C'est parce que le mécanisme est différent. Là, la dopamine n'est pas liée à un circuit de récompense classique. Elle est liée à la libération d'adrénaline, de noradrénaline, les molécules de l'éveil. C'est une réponse à un stress. Un stress sain et maîtrisé, oui. Le cerveau ne se dit pas « j'ai eu une récompense ». Il se dit « je dois être alerte et concentré pour surmonter ça ». C'est un effort. Et c'est cet effort qui est récompensé par une motivation durable. Fascinant. Et il y aurait une autre stratégie? La deuxième, c'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. C'est le secret des casinos, des machines à sous, etc. Du scroll infini sur les réseaux. Exactement. Le principe est simple. Si la récompense est imprévisible, la motivation pour la poursuivre reste incroyablement élevée. Quand on ne sait pas si on va gagner, la dopamine reste haute pendant toute la phase de recherche. Il faut donc rendre la récompense moins prévisible. Je vois comment faire pour la musique en faisant du sport, par exemple, en tirant à pile ou face. Mais pour le travail, on ne peut pas décider au hasard si on va être payé? Non, bien sûr. Mais on peut introduire de l'incertitude dans le processus. Au lieu de prendre un café à la même heure chaque jour, on varie. Au lieu de s'autoriser une pause réseaux sociaux après chaque tâche finie, on le fait de manière aléatoire. D'accord. L'idée, c'est juste d'empêcher le cerveau de s'habituer, de banaliser la récompense. Ça redonne de la valeur à l'activité elle-même. Ça m'amène au point qui me semble être le plus important de notre discussion. On est tellement conditionné à voir l'effort comme une corvée, un truc pénible à endurer avant d'avoir la récompense. C'est l'erreur fondamentale et la plus dommageable. Il y a une étude célèbre sur des enfants qui aimaient dessiner. On les a mis en 3 groupes. Oui. Le premier était récompensé à chaque dessin, le deuxième jamais, le troisième de manière aléatoire. Et le résultat? Les enfants du premier groupe, ceux qui étaient systématiquement récompensés, ont vite perdu leur intérêt pour le dessin. Le dessin n'était plus qu'un moyen d'obtenir la récompense. Leur cerveau a appris que l'effort est pénible et que seul le résultat compte. C'est exactement ce qu'on fait quand on se dit « Allez, je bosse 1 heure, et après j'ai le droit de regarder une vidéo. C'est ça. On apprend à notre cerveau que le travail, c'est la punition. » Et la récompense, le plaisir. Exactement. La stratégie la plus puissante, c'est d'inverser ça. D'apprendre à attacher la libération de dopamine à l'effort lui-même. Comment on fait ça concrètement? Il faut changer son dialogue interne, consciemment. Dans les moments difficiles, de friction, au lieu de penser à la fin, il faut se concentrer sur la sensation de l'effort et se dire « c'est difficile ». Et c'est précisément pour ça que je le fais. C'est ce processus qui me renforce. On se parle à soi-même. Oui, et en répétant ça, on entraîne littéralement notre cerveau à trouver de la satisfaction dans le défi et non plus seulement sur la ligne d'arrivée. C'est la base neurobiologique de ce qu'on appelle le growth mindset. Donc, en fait, on pirate notre propre système. Au lieu d'attendre la carotte au bout du bâton, on apprend à aimer la sensation de marcher avec le bâton. C'est un changement de perspective complet. Radical même. Oui, on passe d'une motivation qui dépend des récompenses extérieures à une motivation qui vient de l'intérieur.
Et cette forme de motivation, elle, est quasiment inépuisable, parce qu'elle ne dépend pas de pics qui vident nos réserves. Au contraire, elle les renforce. Pour résumer alors, la gestion de notre motivation, ce n'est pas une question de volonté pure, c'est de la biochimie. C'est de la biochimie. La clé, c'est de protéger ce fameux niveau de base de dopamine, en étant beaucoup plus intentionnel sur les pics qu'on s'autorise, et surtout en réapprenant à valoriser l'effort. Tout à fait. Et j'ajouterai une pensée pour la suite. Maintenant qu'on a cette grille de lecture, il faut observer le monde différemment. Le design d'une application, le scroll infini, la structure d'un jeu vidéo, le cliffhanger à la fin d'un épisode de série. Ce sont des manipulations de la dopamine. Des masterclass en manipulation de dopamine. L'objectif, ce n'est pas de les diaboliser, mais de les voir pour ce qu'ils sont. La véritable liberté, ce n'est pas de chasser le prochain pic, c'est de comprendre et de maîtriser le système qu'ils génèrent. Et pour aller plus loin, l'invitation est simple. Essayez d'appliquer une seule de ces stratégies cette semaine. Juste une. Ça peut être de finir sa douche par 30 secondes d'eau froide, ou de laisser son téléphone dans une autre pièce pendant la première heure de la journée, sans chercher une transformation miracle. Simplement observer, sans jugement, ce que ça change. C'est tout pour cette fois.